Alors, bienvenue à ce nouveau midi-conférence du Musée régional de Rimouski. Je me présente, je suis Ève de Gary-Lamanque, conservatrice de l'art contemporain au musée. Alors, aujourd'hui, on reçoit l'autrice et artiste de création parlée, Isabelle Bloin-Gagné. Alors, Isabelle, aujourd'hui, tu pourras t'entretenir avec nous de ta résidence qui est effectuée récemment au musée en écho, en fait, à l'exposition Blanc de Geneviève Thibault qui est présentée au musée jusqu'au 27 septembre. Alors, bonjour officiellement, Isabelle. Bonjour Ève, officiellement. Merci pour l'invitation. Alors, bien aujourd'hui, donc, tu viens de nous parler de ton projet en cours, finalement, qui a été initié avec cette résidence au musée. Peux-tu nous parler un peu de toi, une artiste de la création parlée, slameuse, autrice, t'es professeure également, tu portes plusieurs chapeaux. Peux-tu nous dire un peu ce que tu as pu faire dans les dernières années au Bas-Saint-Laurent? Tu as été très, très active. Oui, ben, je suis établie à Rimouski, puis depuis, je dirais, 7-8 ans, je concentre surtout ma pratique artistique autour de la création parlée, c'est-à-dire d'amener sur scène des textes littéraires, mais qui sont pas seulement lus, mais qui sont vraiment conçus, créés dans l'optique d'être livrés et interprétés sur scène. J'ai commencé surtout comme slameuse dans la Ligue de slam de l'Est du Québec, puis ça m'a amené par la suite à créer dans des contextes un petit peu plus soutenus, si on veut. J'ai eu la chance de présenter au Théâtre du Bic à 2 reprises dans les dernières années des spectacles littéraires. Un premier avec Stéphanie Pelletier puis Sarah Dignard qui s'appelait « Je serai à l'allure de tes glaces le temps qu'il fera demain ». Puis un deuxième, je pense que c'était en janvier 2018, peut-être 2017, « La face cachée de la lune et autres clairs obscurs » avec Cilia Temens et Rémi Vaillancourt. Puis ça, disons, ça représente bien ce que je fais, l'essence de ma pratique en ce moment, c'est-à-dire créer avec de la musique, parfois dans la chanson aussi, des textes littéraires et poétiques. Super. Alors, avant qu'on parle un peu plus finalement de ce super projet de résidence et de ce projet de co-création aussi, j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques images de l'Expo Blanc de Geneviève Thibault. Alors, Isabelle, vraiment belles images qui ont donc su t'inspirer pour ce projet. Peux-tu nous parler un peu de cette résidence de création, l'espace à occuper? Oui, la résidence elle-même, elle est toute fraîche. Ça s'est produit au mois d'août, puis je suis encore en travail, en fignolage, mais l'origine de cette résidence-là, elle remonte à il y a 1 an à peu près, jour pour jour. Puis à l'origine, elle devait avoir complètement une autre forme. C'est le musée, Brigitte, qui est à l'action culturelle et à l'éducation, qui m'avait contactée dans l'idée de faire un projet de création puis de médiation culturelle autour de 2 expositions qui devaient être présentées au musée cet été, celle de Geneviève Blanc, dont on a vu les images, mais aussi une deuxième qui s'appelle « Révérende et laborieuse », puis qui traitait du même sujet, c'est-à-dire les Ursulines, mais sous un autre angle. Puis cette fois-là, c'était des photos d'archives rimousquoises principalement. Et le contexte de la COVID, entre autres, je pense au fait que cette exposition-là a été reportée d'1 an. Une autre raison qui fait qu'on a modifié le projet en cours de route, c'est que pour ce projet-là initial, on avait fait une demande de financement qui n'avait pas été retenue. Alors, le projet est tombé en mode latent, là, sur la glace, en latence, et il a été
réveillée subitement, soudainement, au mois de juin dernier, toujours à cause du contexte de la COVID, donc ça amène des freins, mais ça amène aussi des opportunités. Il y a le Conseil des arts du Canada qui a lancé un appel de projet aux artistes qui s'appelait Connexion Création, qui invitait les artistes de toutes les disciplines à déposer des projets qui devaient être réalisés rapidement, donc dans l'été, pendant l'été. J'ai vu là l'opportunité de réactiver ce projet-là, mais cette fois-là en relation avec l'exposition Blanc de Geneviève Thibault. Ça m'a donné envie de travailler avec l'image, quelque chose que je faisais un petit peu dans ma pratique, mais que j'avais pas vraiment pas. Je sentais qu'il y avait beaucoup de potentiel pour moi d'exploration. Ça m'a donné aussi beaucoup envie de travailler en co-création. Souvent en écriture, on travaille de façon un petit peu isolée, puis plus le temps passe, moins ça me convient comme mode de création. Alors, puis la demande de financement que j'ai déposée au Conseil des arts, j'ai eu la chance qu'elle soit acceptée. Donc, cet été, j'ai pu vivre avec le musicien et concepteur sonore Robin Servat une belle résidence de création, en partie in situ, en partie vraiment au musée, puis en partie dans nos ateliers respectifs. Ben, c'est vraiment super, justement, parce que, comme tu dis, c'est assez extraordinaire de pouvoir travailler en collaboration avec un autre artiste d'une autre discipline, finalement. Puis, d'une certaine manière, il y a quand même ce que tu mentionnais, tu sais, cette espèce de décalage dans l'activité créatrice qui peut parfois être présent en slam, par exemple. Toi, tes textes sont déjà écrits quand tu arrives sur scène. Les musiciens font souvent, eux, de l'improvisation pour aller être en écho à tes textes. Ben là, d'une certaine façon, alors que vous étiez en co-création, Robin et toi, là, cette fois, vous étiez en décalage par rapport à Geneviève. Exactement. On était finalement 3 créateurs, même si le travail de Geneviève était en bonne partie déjà fait, déjà complété. Elle a vraiment fait partie de l'équation de création, autant parce qu'elle a été de bons conseils, puis elle a participé à plusieurs étapes de réflexion du projet. Elle a été généreuse dans ses conseils ou dans l'information privilégiée qu'elle détenait, puis dans le partage de son matériel, de ses photos. Puis vous avez eu l'occasion d'échanger quand même. Oui, ben, en fait, oui, Geneviève et moi, à l'origine, on se connaissait un tout petit peu parce qu'on est collègues, toutes les deux enseignantes au cégep de Matane. Puis j'avais déjà une curiosité pour son œuvre sans avoir pu beaucoup la connaître. Puis elle a participé avec vraiment beaucoup de générosité de plusieurs façons. De un, en donnant accès à son matériel, mais de deux, en me racontant les histoires qu'il y avait derrière l'histoire racontée par les photos. Elle a eu un accès privilégié à l'intimité des Ursulines de Québec autour de l'année 2018. Moi, j'ai pas eu cet accès-là. Donc, par elle, j'ai pu d'une certaine façon rentrer quand même, malgré ça dans l'intimité des Ursulines. Puis ça a été vraiment précieux pour le projet. Parce qu'en fait, je le rappelle, ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition de Blanc de Geneviève Thibault, donc elle est présentée au musée jusqu'au 27 septembre, ça vaut la peine de venir la voir et de découvrir ensuite les capsules que toi, Isabelle, tu as reproduites avec Robin. C'est une immersion dans un moment assez privilégié, intime, mais quand même d'intérêt public et historique d'une certaine manière que cette exposition Blanc. Alors, Geneviève Thibault, tu le mentionnais, donc c'est une photographe d'origine matanaise qui est retournée s'établir à Matane par la suite et qui a travaillé sur ce projet avec les Ursulines de Québec à partir de 2017, en fait. C'est au printemps 2017, en lisant les journaux, qu'elle a entendu parler de ce déménagement imminent du monastère qu'elles occupaient depuis des centaines d'années, finalement. Donc, c'est là qu'on voit l'aspect très, très historique, très, très important, en fait, dans toute cette histoire du Québec et même du Canada. Alors, Geneviève, suite à cette annonce, elle a contacté les Ursulines, puis là, de fil en aiguille, finalement, elle s'est rendue compte qu'un projet de rencontre, de collaboration pouvait naître. Et puis, elle est allée à Québec une bonne dizaine de fois au cours de l'année 2017-2018, soit jusqu'au déménagement. Et puis, elle a pu non seulement apprendre à connaître ce lieu empreint d'histoire qu'est le monastère, qui avait d'une certaine façon sa propre âme, d'après ce que j'ai compris en discutant avec elle, puis en voyant les photographies, mais également une rencontre avec ces femmes
qui ont habité ce monastère de manière sporadique ou encore pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors, cette exposition, j'imagine que c'était quand même assez particulier, justement, comme tu le mentionnais, de travailler à partir d'un projet qui était déjà complété, que là, on veut pas nécessairement dénaturer, on veut l'amener ailleurs, on veut faire progresser la réflexion de Geneviève en même temps. Il y a un bel échange entre vous. Et puis, en fait, avant d'aller plus loin, pardon, je voulais vous montrer des photographies. Voilà. Alors, première photographie qui aura été choisie, qui fait partie de l'exposition Blanc. C'est la seule photo, la première qu'on vient de voir, où on voit une personne. Toutes les autres photos, il y en a 5 au total avec lesquelles on a travaillé, Robin et moi, pour créer des textes et de l'audio et de la musique. Toutes les autres, on a choisi des photos où il n'y avait pas de personnes, il n'y avait pas de personnages dessus. Puis, la raison pour ça, Ève, pendant qu'on voit les photos, je me lance là-dedans, c'est que quand j'ai visité l'exposition de Geneviève que tu viens de si bien décrire, ce qui m'a frappée, c'est à quel point elle était empreinte d'un immense respect pour les religieuses dont elle faisait le portrait, dont elle documentait une année charnière, à quel point c'était un regard sensible et à quel point au fur et à mesure que le temps passait d'une rencontre de documentation à une autre dans l'année 2017-2018, à quel point elle semblait avoir gagné la confiance des religieuses et à quel point les photos devenaient de plus en plus intimes. Donc, les premières photos de l'exposition nous montrent le bâtiment extérieur, le jardin, les salles communes, mais au fur et à mesure que le temps passe, on entre dans la chambre des religieuses, dans l'atelier d'art, on voit les garde-robes, on voit les tablettes se vider dans la bibliothèque. Donc, ça m'a énormément touchée, cette confiance-là qu'elle avait reçue, puis ces images d'intimité-là qui font moins partie de ce qu'on connaît, qui font moins auquel on n'a pas nécessairement eu accès dans l'histoire des Ursulines ou des religieuses. On a beaucoup accès à leur œuvre sociale, on les voit comme éducatrices, on a des photos qui documentent tout ça, mais rentrer dans la chambre, voir les objets, voir le quotidien, ça pour moi c'était complètement nouveau, puis ça m'a beaucoup touchée. Et c'est alors posé le plus grand défi de cette création-là, c'est comment conserver une liberté créatrice de mon côté, parce que je voulais créer quelque chose et me sentir libre, et en même temps respecter moi aussi l'accès privilégié qu'avait eu Geneviève à ces religieuses-là. Alors, ça s'est vraiment posé clairement pour moi que c'était une exposition qui était complètement à l'opposé du cynisme, qui était vraiment qui donnait accès à une certaine spiritualité, intériorité, et puis j'ai voulu m'inscrire dans cette continuité-là, mais tout en gardant une liberté créatrice. Alors ça a été le défi, je dirais le défi théorique, conceptuel là, qui m'a habité le plus cet été, c'était ça, mais c'est aussi ce qui m'a permis de pousser ma pratique plus loin, puis ma démarche plus loin. Le premier pas que j'ai fait, c'est de faire le choix esthétique ou artistique de ne pas choisir de photos dans lesquelles des religieuses étaient représentées parce que je trouvais que l'histoire racontée par chaque photo est tellement complète que j'avais pas envie de venir faire du bruit autour d'une histoire qui était déjà là. Tu sais, je voulais pas ni inventer une histoire par-dessus, ce qui me semblait vraiment être pas intéressant puis manquer de respect. Puis, alors, la solution, le fil conducteur que j'ai trouvé, c'est de m'intéresser aux objets ou au décor, à ce qui n'est pas nécessairement toujours le cœur du message ou le cœur de la photo. Puis à partir de ce moment-là, là, ça s'est mis à exploser comme potentiel créateur de notre côté. Oui, bien, c'est sûr, c'est assez délicat. J'avoue, en fait, je t'entends en parler, puis tout cet aspect de l'autrice qui réagit, puis qui part de cet élément-là qui existe déjà, qui est une œuvre en soi, pour en faire ta propre œuvre très personnelle, ça nous amène ailleurs. Puis ça me fait penser aussi au travail de commissaire. Parce qu'en fait,
quand on travaille avec un artiste visuel, il y a plusieurs types d'expositions aussi qu'on a à présenter ou à organiser, que ce soit pour une galerie, un centre d'expo ou un musée. Et puis, il y a des moments où est-ce que le travail de commissaire lui revient beaucoup parce qu'on va partir, par exemple, avec une thématique ou avec une idée précise. On va chercher les différents artistes, les différentes œuvres qui nous intéressent. On les intègre à un discours qu'on a déjà en tête, en fait. Mais, bon, par exemple, moi, quand j'ai fait cette exposition avec Geneviève, parce que j'étais la commissaire de cette expo-là, je pense que j'ai dû, à ce moment-là, j'ai été confrontée à des défis qui ressemblent aux tiens. Mm-hmm. Parce que moi aussi, j'étais devant un projet qui existait déjà. C'est-à-dire que Geneviève avait travaillé seule sur ce projet pendant plus d'1 an, ce qui est quand même pas rien. Un premier volet de l'expo avait déjà été présenté à Québec. Mm-hmm. Ensuite, la publication était faite, était imprimée, elle était prête à être lancée. Toute cette réflexion-là, il y avait un grand, grand bout de réflexion qui avait déjà été fait. L'artiste s'était complètement approprié le travail, le projet. Elle avait Le discours. oui, c'est ça, puis sa propre trame narrative aussi. Parce qu'on le voit dans la publication, si on la feuillette ou si on vient visiter l'expo, on sent ce rythme dans la visite, ce rythme des photographies sur le mur, c'est aussi un rythme narratif. Mm. Donc, puis on doit travailler avec ça, essayer de bien présenter cette histoire qui existe déjà à sa façon à soi, mais en demeurant fidèle au discours de l'artiste. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des parallèles quand même intéressants à faire. Je trouve ça vraiment super. Mais dis-moi, travailler avec Robin, pardon, juste avant. Petit rappel à tout le monde, ceux qui viennent peut-être de se joindre à nous. Je m'appelle Ève de Gary-Lamanque, je suis conservatrice en art contemporain au Musée régional de Rimouski. On est à la moitié à peu près de ce midi-conférence du musée, au cours duquel on rencontre l'autrice et artiste de création parlée, Isabelle Bloin-Gagné, qui vient nous parler de son projet de résidence, l'espace à occuper au musée, puis de toutes ces nouvelles capsules vraiment très, très touchante, parfois très humoristique. J'ai hâte qu'on en écoute des extraits d'ailleurs. Mais dis-moi, parle-moi un peu donc de cette collaboration avec Robin Servant qui est compositeur, qui est multi-instrumentiste. Robin a déjà plein d'expériences, autant en improvisation musicale, il a déjà fait des trames sonores de films, il a de l'expérience de bruiteur, de capteur de son. C'était quoi son apport à cette création, puis comment vous avez travaillé ensemble? Oui, ben juste avant de répondre plus précisément en parlant de Robin, peut-être préciser, parce qu'on n'a pas encore vu d'extrait de notre travail, que la forme qu'on a choisi d'utiliser, c'est de s'inspirer d'un ensemble de photos qui font partie de l'exposition plus large blanc. Donc, j'ai choisi 5 photos qui m'inspiraient. Puis là-dessus, on est allé faire une création textuelle et musicale, un enregistrement qu'on est venu tout simplement ajouter, intégrer à la photographie. Donc, c'est la forme que prend le travail, mais on aura l'occasion bientôt d'en voir un extrait. Alors, Robin, c'est un artiste professionnel qui vit de ça depuis presque 20 ans, beaucoup d'expérience. Alors, pour moi, c'était rassurant de m'allier avec lui. Puis, en même temps, peut-être un petit peu intimidant parce que c'était mon projet, puis je voulais en garder les rênes aussi, tu sais, à travers la co-création. Ça s'est extrêmement bien passé. On a, vers la mi-août, on a passé une journée ensemble au musée, une journée qui était fermée aux visiteurs. On a pu travailler dans la salle de l'exposition, valider ensemble le choix des photos, discuter des choix artistiques. Puis déjà là, en cette première journée-là où j'avais pas nécessairement beaucoup d'attentes quant au niveau de travail qu'on réussirait à accomplir, on a déjà, Robin a déjà conçu la musique et enregistré in situ dans le musée la musique d'une des pièces et même traitée électroniquement, ce qui fait qu'à la fin de la première journée, on avait nos images, on avait nos inspirations, on avait notre fil conducteur, puis on avait même déjà une capsule de montée. Puis c'était la journée 1, puis c'est très représentatif de ce que tout a été notre processus. En quelques jours à peine, on avait notre matériel, on était inspirés, on travaillait, on avait une vision commune de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire être en résonance
à chaque photographie, puis à l'ensemble de l'exposition de Geneviève aussi, puis d'avoir notre propre lecture, notre propre vision. Et je pense que tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure quand tu mentionnais que j'arrivais du monde du slam, puis que souvent avec le slam, on a de l'accompagnement musical, mais là, j'avais envie de faire autre chose que ça. Je voulais pas être accompagnée par un musicien. Je voulais vraiment qu'on crée une pièce qui gagne en valeur du fait d'être indissociable, que le texte puis la musique soient vraiment conçus ensemble. Donc, c'est Vous de cette façon-là. l'autre. Exact. Exact. S'élever et non pas accompagner, là, ce qu'on voit trop souvent, puis ce qui me tentait moins un petit peu, là. Alors, j'avoue là, qu'il faut absolument qu'on aille voir un extrait. Oui. On a trois de voir ça. Un extrait de la capsule Les Mâles. Agapé, agonie, appel, béatitude, bonté. Moi, Marie Guyard, dite de l'Incarnation, je dis que je me sentais portée par un autre esprit que le mien et qu'il me fallait le suivre en tout. Communion, compassion. Moi, Madeleine de la Pelletrie, je dis que j'ai attendu d'être libérée par la mort de mon père pour m'embarquer pour le Canada, pour y convertir les Hurons et leur enseigner la lecture et le calcul. Divin, don. Moi, Marie de la Troche de Saint-Germain, dite de Saint-Joseph, je dis que dans la traversée vers le Nouveau Monde, un immense bloc de glace a failli fracasser le navire et que c'est la foi qui nous a sauvés. Gloire, grâce. Moi, Sœur Yvonne, canadienne de naissance, je dis que les Ursulines m'ont appris à vivre et que c'est maintenant mon tour d'élever les filles du pays. Alors vraiment, c'est déjà un super bel extrait. Ces capsules qui finalement sont toutes différentes, je dirais, leur valeur n'est pas la même, on n'a pas les mêmes émotions en les écoutant non plus. Là, on a écouté peut-être Les Mâles, il y a un aspect très, très historique aussi qui est là. Parce que ce qu'on voit sur cette image, c'est ce qu'ils appelait le grenier aux mâles, ce qui, bien avant, était la cave aux mâles. Donc, il y a eu un moment dans l'histoire du monastère des Ursulines de Québec où est-ce que toutes ces mâles ont été montés de la cave au grenier. Et puis, ces mâles, c'est à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle jeune fille qui arrivait au monastère, qui était là afin d'y faire sa vie, de faire ses vœux. Eh bien, elle arrivait avec son trousseau de jeunes filles dans sa malle. Et puis, toutes ces malles restaient au monastère ensuite pour toujours, ce qui fait qu'on se retrouve dans une espèce de pièce, d'une série de pièces qui semblaient interminables à Geneviève Thibault, en fait, lorsqu'elle les a visitées, de ces malles qui deviennent témoins du passage du temps, de toutes ces vies qui ont commencé puis qui se sont terminées au monastère dans l'ordre des Ursulines. C'est déjà une image qui évoque beaucoup de choses. L'image est vraiment forte, puis c'est un peu ce que j'ai voulu encapsuler, c'est-à-dire chaque religieuse à peu près au même âge, on peut imaginer à 16, 17, 18 ans selon les époques, qui arrive à la fois avec son histoire très singulière, puis en même temps avec je peux imaginer, c'est ce que je m'imagine en tout cas, des valeurs, des souhaits, des désirs, une confiance, une spiritualité qui, elle, est une expérience commune. Et puis, c'est pour ça que dans cette pièce-là, on a juxtaposé des mots qui viennent de la religion catholique. Donc, l'arrière-plan, ce sont tout simplement des mots du catholicisme. Et par-dessus ça, j'ai imaginé pour chacune des mâles l'histoire qui était associée de la plus ancienne, de Marie de l'Incarnation, la fondatrice, dont la mâle n'est pas réellement dans le grenier aux mâles, mais j'ai imaginé son histoire, puis jusqu'à une religieuse là, qui serait entrée au couvent vers les années 60. Donc, c'est un bon exemple où j'ai fait certaines recherches historiques, puis j'ai voulu ancrer dans une plausibilité historique. J'ai une formation en histoire, moi, au départ, donc c'est important pour moi. Puis, en même temps, comme auteur, mon travail est pas celui d'un historien, donc c'est un travail d'imaginer, puis de me mettre dans la peau de. Donc, je me suis mis dans la peau de ces religieuses-là et quel était leur état d'esprit au moment de se donner entièrement à cette nouvelle vie-là de couvent, de monastère.
Mhm. J'avoue que de toutes les capsules, il y en a 5, je le rappelle. Elles durent à peu près entre 2 minutes 30 et 3 minutes. C'est celle-là qui me semble avoir un cachet historique, Mhm. peut-être le plus important. Puis, en fait, en l'écoutant, je me suis posé plein de questions parce que justement, là, tu réponds déjà à ma question d'une certaine manière, mais je me disais, mais où est-ce on se retrouve quelque part entre la réalité et la fiction, puis là, je savais plus trop où est-ce que je me trouvais en écoutant cette capsule, justement, parce que, bon, j'avais bien, pardon, qu'il y avait des personnages historiques qui étaient nommés, d'autres qui l'étaient peut-être ou peut-être pas, puis ce mélange de faits historiques et de faits imaginés, là, ça m'amenait ailleurs, puis j'avoue que je trouve ça toujours spécial puis extraordinaire, en fait, quand un auteur ou une autrice m'amène dans cet espace indéterminé que j'arrive plus à cerner. Mhm. Mhm. Euh, il y avait une partie où c'est par la force des choses parce que j'avais pas accès à la biographie de de toutes ces religieuses-là, mais j'ai tenté de garder un réalisme. Par exemple, il y a une des religieuses à qui je fais dire Dieu m'est apparu en rêve et il parlait la langue du Pérou. Bon, j'ai inventé le nom de la religieuse, mais le fait qu'il y a des Ursulines de Québec qui ont travaillé comme missionnaires, comme éducatrices au Pérou, ça, c'est un fait historique assez récent. Donc, oui, j'ai travaillé, ça me donnait beaucoup de liberté, d'une contrainte qui m'amenait de la liberté créatrice, je dirais, c'était celle-là, de travailler avec les éléments historiques, mais des fois de universaliser, je suis pas sûre que c'est un mot, là, mais de prendre de réels éléments historiques, puis de tenter de les rendre un peu plus abstraits en inventant la personne à qui ça se produit ou qui a ce discours-là. OK. Puis dis-moi, donc ces 5 capsules-là, elles existent, elles ne sont pas encore diffusées, elles vont l'être très, très bientôt, n'est-ce pas? Alors, on va les diffuser sur le site web du Musée régional de Rimouski, éventuellement sur le tien, je crois. Oui, c'est un projet que je me suis donné de faire. Je n'avais pas encore de site web personnel d'artiste, donc je vais le diffuser comme ça. Puis je vais continuer à pousser l'exploration pour ajouter des éléments interactifs. J'ai commencé cet été, mais c'était pas suffisamment abouti pour cette étape-ci du travail pour le présenter, mais c'est quelque chose que j'ai dans la mire. Puis aussi au musée, sous forme de projection jusqu'à la fin de l'exposition blanc, là, jusqu'au 27 septembre, c'est possible de les visionner aussi. Mm-hmm. Ben oui, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, vraiment, c'était super de découvrir ces capsules-là. C'est une très belle découverte. Il est évident qu'il y a quelque chose qui se passe en les écoutant. Ça donne envie de revoir l'exposition de Geneviève Thibault, Blanc. Ça donne envie de consulter la publication. Ça donne envie de réécouter à répétition vos capsules. L'univers musical et sonore de Robin Servant est vraiment très, très inspirant. Ton côté, ton imaginaire, le lien avec les faits historiques, ensuite les émotions aussi sont très, très présentes. On part beaucoup de l'espace public à l'espace privé, un peu comme dans le travail de Geneviève, mais on y sent vraiment du tien. Et puis, j'ai hâte d'en découvrir davantage. Alors, en fait, ben, je te remercie énormément. Alors, pardon, ça va être la fin de ce nouveau Midi Conférence. Ce ne sera pas le dernier parce que je dois mentionner avant de clore cette présentation qu'il y aura la semaine prochaine 2 midi-conférences. Alors, c'est une exception. On aura une rencontre le mercredi 9 septembre, une autre le jeudi 10 septembre, de 12h30 à 13h, toujours. Alors, ce sera des rencontres autour du projet de médiation et du projet communautaire Ensemble, c'est nous, avec Alice Charbonneau, qui était à la tête de ce super projet au musée, et puis aussi avec des intervenants, des organismes Accueil et Intégration DSL, ainsi que l'Auberge du Cœur, le Transit. Alors, vraiment des super belles rencontres autour du projet, autour des notions d'identité, de diversité, d'appartenance et tout et tout. Alors, on se termine avec un bel extrait des capsules, de la capsule Les Roses.
J'ai brodé des mots qui ne veulent plus rien dire. J'ai semé des roses cueillies par d'autres que moi. J'ai prié des saints qu'on a sortis des livres. Entrevu le péché où je ne l'attendais pas. Pose ta tête, ouvre les bras, les mains jointes, signe de croix. Pose ta tête, ouvre les bras, la tempête est en toi.